Bonjour, je suis Mayolek et je suis... DreamWorksateur Dragon, un film qui a supposé sa marque chez les studios DreamWorks et que beaucoup considèrent comme un de ses meilleurs. Et pour ma part, c'est bien. C'est un très beau spectacle visuel avec pas mal d'action et de tension bien foutues, mais ça regorge de clichés narratifs qui alourdissent le récit. L'animal fantastique qu'on doit cacher aux autres, les stéréotypes d'ados des années 2000, à l'époque viking. Ça s'intègre dans le récit avec une fluidité. La fille canon qui ne voit pas le jeune héros maladroit au début, mais qui finira par en passer pour son côté ingénieux à part. La relation conflictuelle père-fils basique avec le bon vieux poncif. Je n'ai pas de fils. J'en passe et des meilleurs. Tout ceci n'aide pas vraiment à me faire considérer ça comme un grand film. Mais ça a connu un franc succès, et dans le showbiz, qui dit succès, dit suite. Ainsi, 4 ans plus tard est sorti Dragon 2, que tout le monde a encore plus adoré, dont Merry-Cup qui a commandé cette critique. Et... c'était mieux. Déjà, j'apprécie beaucoup le fait que ce film se déroule 5 ans après la fin du premier. Marquer un tel bond dans le temps permet de laisser apprécier la nouvelle situation et d'apporter une version un peu évoluée de nos personnages. Enfin, pour certains, c'est un bien grand mot. Non. Désolé. C'était l'homme de mes rêves, ma vie, mon tout. Mais pour te plaire, j'ai arrêté de me raser, chérie. Moi aussi. Ils sont censés avoir 20 ans. Et pourtant, ils ont les mêmes comportements et références d'ados modernes de merde. Oh my god. Une telle fluidité. Ça, je kiffe. Eh ben, pas moi. Bon, en dehors de cela, le reste des persos n'a pas l'air d'avoir juste stagné, et ça aide à appuyer la vie et le sérieux de l'endroit qu'on suit. Enfin, pour autant qu'on puisse prendre au sérieux un village qui s'appelle Burke, Ça, c'est Burke. ou des dragons pour nom Pète et Prout. Dépêche-toi, Prout, on y va, il y a une sale odeur. Allez, pète, on fait tout péter. Franchement, on dirait le nom d'une ville du Nord-Pas-de-Calais, et ça me fait doucement marrer qu'on le dise avec un tel sérieux. Ça, c'est Burke. Ceci est notre ville, Pouette. En explorant un peu le vaste monde, Harold finira par tomber sur un dresseur de dragons conquérant qu'il devra empêcher de nuire. Voilà, c'est ça, à peu de choses près. C'est plutôt fastoche à résumer. Cette suite reprend certains des défauts et qualités du premier film. L'action très forte et intense vous agrippe dans des moments de bataille à grande échelle sincèrement imposants qui appuient à merveille les enjeux. C'est magnifiquement épaulé par l'animation sublime qui sait à la fois retranscrire les paysages et les moments forts, notamment via des plans généraux époustouflants. Et je suis toujours pris par l'inventivité des designs. À côté de ça, on a donc les personnages de soutien gimmicks chiants, et comme dans le premier film, je suis un peu déçu que la copine ne serve ultimement que de faire valoir malgré ses compétences. Parce que oui, c'est mignon de la voir être là pour soutenir Harold et avoir une bonne dynamique de couple un peu expérimentée avec lui. À nouveau, j'apprécie le fait que ces 5 années passées ne servent pas qu'à faire joli. Mais elle a beau essayer d'assister du mieux qu'elle peut, au bout du compte, sa seule contribution à l'intrigue aura été de servir de catalyseur pour que le grand méchant décide de passer à l'attaque. D'abord, il n'y avait qu'un dragonnier, et là, c'est toute l'île de Burke. On va détruire Burke. C'est une femme forte! Sérieusement, dites-moi, à quoi d'autre elle a servi dans l'histoire? Et tant qu'on en est à parler de personnages féminins pas très bien exploités... J'ai jamais connu ma mère, alors... Oh, regardez, Harold parle de sa mère qu'il n'a jamais connue, et quelque temps après, un dragonnier mystérieux apparaît devant lui. Je me demande bien de qui il pourrait s'agir. Mais une mère, elle, n'oublie jamais. Haha, les dignes successeurs de leur aîné. Oui, on apprend que sa maman s'est sentie pousser l'âme d'une militante SPA et a quitté le nid familial quand son fils était bébé pour vivre en communion avec les dragons, parce qu'elle pensait que la violence n'était pas la voie. Toutes ces années séparées, tu fais comme moi. Quelle putain de coïncidence, pas vrai? Et en dehors du gros comme par hasard que ça implique, c'est pas super logique pour moi. Si c'était un des dragons qui attaquait régulièrement le village, il aurait pas dû être rattaché à la horde du méchant alpha dans le premier film. Comment ils ont pu se retrouver dans cette horde pacifique à des centaines de lieues de là? Surtout qu'on appuie bien qu'on ne peut pas quitter comme ça un alpha auquel on est rattaché. Mais ça, j'y reviendrai. Après...
Tu n'es pas furieux? Quoi? Non, j'en sais rien, enfin. Je peux pas dire que j'ai détesté cette grosse coïncidence non plus, parce que ça amène de bons moments émotions quand même. Entre Harold et sa mère, mais surtout entre elle et son mari, qui affichent avec beaucoup de force le temps qui les a séparés et font ressentir le lien spécial de leur relation de couple. Tu es aussi magnifique que le jour où je t'ai perdu. On ne part pas dans du conflit et des engueulades pour le drame facile, on montre une tendresse sincère entre ces deux-là et la compréhension mutuelle de l'un pour l'autre. C'est rare d'avoir un vieux couple aussi joliment illustré dans un film animé familial, et ça me fait un peu pardonner la façon assez grasse dont ça a été amené. Même si son utilité se résume à apporter des moments parenthèses, ce sont de très jolis moments parenthèses. Parce que le cœur de l'intrigue repose sur Harold et les responsabilités qui s'amènent à lui. Il est un peu dépassé par la succession au poste de chef de village car il n'a pas encore su trouver sa voie. Et c'est un accomplissement qu'il acquérera au fil de l'aventure du film en sachant rester assez fidèle à sa façon de faire. Il veut éviter la guerre et employer l'approche pacifique. Seulement, il n'a pas affaire à un interlocuteur très réceptif à ce niveau-là. Mais le fait que son approche ne marche pas ne va pas l'en dissuader complètement. Il restera fidèle à sa méthode pacifique en sachant faire des concessions quand il le faudra et elle saura porter ses fruits à certains points. C'est un protagoniste réussi, j'aime son ingéniosité, son désir d'exploration et en plus de ça, il a un très bon développement de personnage. Et ça se reflète particulièrement dans sa relation avec son père. Quand on ne part pas sur les conflits clichés usés, on a une relation père-fils touchante où ils montrent leur désaccord de façon très fluide dans une situation où personne n'a complètement tort ni complètement raison. Et même dans leur désaccord, on sent cette attache très forte entre eux où chacun montre qu'il aime sincèrement l'autre. Stoïque en particulier, qui a grandement gagné en intérêt depuis le film précédent et qui affiche avec une véritable justesse ce qu'il est prêt à faire pour la chair de sa chair. Ça se ressent bien entendu dans son sacrifice poignant vers la fin du film, qui je trouve un peu rapide quand même. Déjà Harold, je suis sûr que tu pourrais te bouger de là par toi-même dans cette situation. On va dire que c'est la panique du moment. Et s'il a une belle scène d'enterrement, le moment précis de sa mort aurait, je trouve, mérité quelque chose comme une quinzaine de secondes de plus pour avoir un impact vraiment fort. D'ailleurs, il y a d'autres éléments qui auraient mérité plus de temps dédié à mon goût, comme la rancune de Harold envers Croque-Mou. Excusez-moi, j'arrive pas à dire ce nom sans me marrer un petit peu. C'est pas aussi viril que Pète et Prout, mais tout de même. Bref, cette rancune aurait pu être intéressante si elle avait été développée, mais ça passe très vite, à tel point qu'elle en est presque superflue. Pas autant que le grand rebondissement du premier film, par contre. Quand à la fin de Dragon, on partait sur la conclusion basique en rajoutant juste « Oh, il a quand même perdu une jambe pour cette fin heureuse !» j'ai soupiré. Parce que je savais que les gens allaient en faire des caisses autour de ça, alors que c'était juste un rajout rapide sans incidence. Tout s'arrange, tout le monde il fait la paix, le héros sort avec la fille, soleil couchant, gna gna gna, mais il a une jambe de bois. Ouh, que de profondeur ajoutée. Mais on pouvait tabler là-dessus dans cette suite. Ben non. Tu ferais jamais de mal à un unijambe. Harold fait absolument tout ce qu'il aurait fait avec deux jambes dans ce film. On en parle 2-3 fois histoire d'eux, mais en dehors de ça, ce n'est qu'un détail décoratif. Merci Dragon 2 de me confirmer que ce n'était qu'une connerie choc gratuite à la fin du premier film. Moi aussi, j'aurais des trucs gratuits à rajouter. La petit théâtre du chipotage. Et de neuf pour les jumeaux! Astrid est à la traîne avec toi! C'est pas un peu de la triche d'être en équipe de 2 alors que les autres sont seuls? Et puis, en tant que chef, t'as rien d'autre à foutre que d'arbitrer les courses de dragons stoïques? J'ai su que tu étais à cet endroit précis inconnu de nos cartes en suivant ton odeur! J'ai décidé Non mais chef! C'est beaucoup de responsabilités. Par exemple, pour la carte, va falloir la laisser de côté et je vais devoir voler sur Croque-Mou. T'auras plus le temps. Stoïque vole bien sur un dragon, pourquoi Harold ne pourrait pas avoir le sien? Vous êtes pas foutu de vous nourrir sans votre grosse maman? Vous êtes vraiment des assistés. Heureusement qu'on est dans un dessin animé qui suit sa logique à part, parce qu'au mieux elle aurait dû gêner fortement son vol, au pire lui casser l'aile. Je peux t'apprendre tout ce que j'ai appris ces 20 dernières années. Comment
Comment t'as su ce truc-là si Croque-Mou est le seul furie nocturne que tu as jamais vu? C'est pour ça que je me suis jamais marié. Ça et puis une autre raison. T'es gay? Je capte pas le sous-entendu là. Merci pour cette scène indispensable. C'est toujours sympa d'avoir la gerbe en milieu de film. Hihi, c'est comme si on se faisait un baiser indirect. Oh mon Dieu, regardez-moi tout ce sang invisible, c'est atroce! Les dragons ont la même constitution que les Indiens, à ce que je vois. Cette explosion va provoquer des dégâts internes. Personne ne peut plus vous protéger. Sinon, ils sont passés où les mecs qui se battaient avec toi la dernière fois? Parce qu'on les voit pas trop là. Va donc asservir des dragons ailleurs. Ouais, il a toutes les chances de revenir. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La chose dans ce film, comme dans le premier, qui m'empêche d'être réellement pris dans cette franchise, c'est le traitement des dragons. À nouveau, visuellement parlant, c'est magnifique et la diversité de look et de pouvoir démontre une véritable créativité. Mais d'une part, cette coolitude créative s'estompe beaucoup quand on leur donne le comportement de chien-chien. Ouh, regardez comme il joue à la baballe avec une épée. Il se met sur le dos à quatre pattes quand on le caresse, c'est mimi. Ouh, il aime qu'on lui gratouille le ventre. C'est trop de se renifler le cul pour se connaître. Il veut un nonos le dragon. Il veut un nonos le dragon. Si vous trouvez ça mignon, tant mieux pour vous, moi je trouve ça ridicule et ça casse un peu trop le mythe à mon goût. Mais le plus problématique, c'est tout leur fonctionnement qui repose pas mal sur le principe du ta gueule c'est magique. C'était déjà pas mal gratiné dans le premier film, mais là on tient la couche au-dessus. Déjà, il y a le gros méchant de l'histoire. Ah oui, il faut que j'en parle rapidement de ça. Free meurt. Ses motivations sont basiques, mais il a une assez bonne présence et on ressent bien la menace qu'il représente. Bref, il a à ses côtés un super gros dragon alpha. Comment c'est possible ? Je veux bien qu'il arrive à tanner des dragons de sa taille, mais là on a un gros bestiau de 50 mètres qui lui obéit au doigt et à l'œil, et désolé si je passe pour un chieur, mais j'ai très envie qu'on m'explique comment il a pu accomplir ça. C'est ces espèces d'anneaux qu'il a aux cornes, il a réussi à les lui enfiler on ne sait comment, et à cause de ça il n'obéit plus qu'à lui. C'est l'explication la plus plausible que j'ai pu trouver, et ça repose quand même sur le fait qu'il existerait une alchimie ultra cheatée pour permettre ce genre de choses. Ta gueule, c'est magique! Puis on apprend que tous les dragons ont cet instinct de servir l'alpha attitré le plus proche en se transvasant de l'un à l'autre si leur alpha meurt. C'est nouveau, ça vient de sortir! J'imagine qu'il doit y avoir un rayon d'action limité pour que tous les dragons de Burk restent dans la ville alors. Ta gueule, c'est magique! Même s'ils ont pas l'air de lui vouer allégeance quand ils combattent à proximité. Ça doit être un rayon très restreint. Mais c'est pas grave puisque de toute façon il a le pouvoir d'hypnose! Face à ce pouvoir, tu ne vaux rien. Ouais, on peut hypnotiser des dragons pour vous suivre maintenant. Je me demande pourquoi l'alpha du premier film l'a pas fait. À moins que ce soit le super pouvoir de cet alpha précis. En plus de cracher de la glace comme son adversaire. Ta gueule, c'est magique! Et au début, tu te dis, ok, il semble ne pouvoir le faire que sur un dragon individuellement, c'est pas ultra abusé. Mais nope! Il peut hypnotiser tout ce qui passe en même temps! YOLO! Pourquoi vous vous êtes pas contenté de faire ça dès le début de la bataille alors? Cela dit, ça ne touche pas exactement tous les dragons parce que... C'est des bébés! Ils écoutent personne! Leur cerveau est pas assez développé pour être réceptif à l'hypnose. Ta gueule, c'est magique. Mais après que Croque-Mou a vaincu son emprise grâce au pouvoir de l'amitié, il montre qu'on peut devenir un dragon alpha par la force de la volonté. C'est de l'écriture assez feignante et vous auriez pu faire progresser vos affrontements sans abuser de ce genre de facilité honteuse. C'est fort dommage car ça m'empêche d'apprécier les thèmes forts de ce film à leur juste valeur. Mais ces thèmes n'en demeurent pas moins malgré tout et sont portés par des protagonistes très rattachables. Et même si l'univers n'arrive pas à m'accrocher véritablement, je reconnais les grands mérites de ce film et il n'a pas volé son succès. Merci d'avoir suivi, c'était Mayolek et n'oubliez pas que...
le rêve fonctionne. J'affronterai toutes les tempêtes sans peur des vents déchaînés. J'éviterai tous les récits si tu voulais m'aimer. Ces chasseurs de dragons toujours en vie, le meilleur est là. Ah, va dire ça à eux.